Bonjour. On s'est déjà posé la question pourquoi dans le sport de haut niveau s'entraîner dur, très dur, ça ne garantit pas toujours le succès. Aujourd'hui, on va décortiquer le secret qui permet aux athlètes d'élite de mesurer l'impact réel de leur entraînement et c'est ça qui fait toute la différence pour progresser. Alors on commence avec un vrai casse-tête pour les entraîneurs. Imaginez le scénario. Deux athlètes qui suivent à la lettre le même programme. Eh bien l'un va atteindre des sommets et l'autre, il se blesse. Alors quelle est la pièce manquante du puzzle? Qu'est-ce qui nous échappe? La clé, en fait, elle est là. Il faut absolument faire la distinction entre deux concepts. D'un côté, il y a la charge externe. Ça, c'est l'entraînement en lui-même, ce qui est écrit sur le papier, les kilomètres, les kilos soulevés. Et de l'autre, il y a la charge interne. Ça, c'est la façon complètement unique dont le corps de chaque athlète va réagir et absorber cet effort. Ok, donc comment on fait pour quantifier cette fameuse charge interne si elle est si personnelle? Eh bien, la toute première piste, elle nous vient directement de la source, l'athlète lui-même et son propre ressenti. Et l'outil qu'on utilise pour ça s'appelle le taux de perception de l'effort ou RPE. En gros, c'est une simple note que l'athlète donne pour évaluer l'intensité de sa séance. L'énorme avantage de cette méthode, c'est que c'est une mesure globale. Ça prend tout en compte. La fatigue physique, bien sûr, mais aussi la fatigue mentale et cardiovasculaire. Mais attention, c'est justement là qu'il y a une erreur très fréquente. On a tous tendance à noter l'effort un peu comme à l'école, où on se dit que 5 sur 10, c'est moyen. Sauf que l'échelle scientifique de Borg, qui est la référence, elle est très différente. Sur cette échelle, un 3, c'est déjà un effort modéré, et un 5, c'est considéré comme difficile. C'est une nuance, mais elle est absolument cruciale. Donc, le message à retenir, il est très simple. Pour que le RPE soit une donnée vraiment fiable, l'athlète doit s'évaluer en ayant la grille de référence juste sous les yeux, sinon on compare des choses qui ne sont tout simplement pas comparables. Mais voilà, même en étant très rigoureux, le ressenti, ça reste subjectif. Alors pour avoir une vision complète, il nous faut la deuxième pièce du puzzle, les données objectives, celles qui viennent directement du corps de l'athlète. Pour ça, l'outil le plus courant, c'est bien sûr le cardiofréquencemètre. Lui, il va nous donner une mesure chiffrée, brute, du stress cardiovasculaire. C'est un indicateur direct et objectif de la charge interne. L'une des méthodes les plus utilisées pour analyser ces données, c'est la méthode d'Edwards. Le principe est assez simple. On calcule un score de charge d'entraînement en se basant sur le temps passé dans 5 zones d'intensité cardiaque bien définies. Alors regardons d'un peu plus près comment ça marche. Comme on le voit ici, chaque zone correspond à un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. La zone 1, la plus facile, a un coefficient de 1. La zone 5, l'effort maximal, a un coefficient de 5. Pour avoir le score final, c'est simple, on multiplie le temps passé dans chaque zone par son coefficient et on additionne le tout. Et voilà pourquoi cette méthode est si parlante. Prenez 2 séances de 45 minutes. Elles peuvent avoir un impact totalement différent sur le corps. Une séance d'intervalle à haute intensité va générer un score de charge beaucoup plus élevé qu'un simple footing à allure constante. La durée seule ne nous dit presque rien sur la difficulté réelle de la séance. Alors maintenant, on se retrouve avec deux histoires, celle du ressenti qui est subjective et celle des données cardiaques qui est objective. Et ça soulève une question essentielle, mais alors laquelle des deux est la plus fiable? Pour répondre, il y a une étude super intéressante qui a été faite sur des footballeurs. Pour les entraînements d'endurance classiques, ce qu'on appelle l'aérobie, la corrélation entre le RPE et les données cardiaques était plutôt bonne. On était à 0,63. Les deux mesures racontaient à peu près la même histoire. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, dès qu'on passait à des efforts très intenses et très courts, de type anaérobie, cette corrélation chutait brutalement, pour n'être plus que de 0,48. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que plus l'effort est intense, plus les deux mesures se mettent à raconter des choses différentes. La fréquence cardiaque, elle, mesure le stress sur le système cardiovasculaire, mais le RPE, lui, il voit plus large. Il capture aussi la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse, bref, tout ce que le cardiofréquencemètre ne peut pas voir. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion qu'adopte le sport de haut niveau aujourd'hui. La question, ce n'est pas de choisir entre les deux, c'est de les combiner. C'est exactement le rôle des plateformes de suivi modernes, comme Champion Pass, pour en citer une. Elle crée un véritable tableau de bord de l'athlète qui va intégrer toutes ces différentes sources de données en un seul endroit. Du coup, en un seul coup d'œil, un coach peut tout croiser. Il voit le RPE de la séance, le score de charge cardiaque, mais il voit aussi d'autres informations qui sont absolument essentielles sur le bien-être général, la qualité du sommeil de la veille, le niveau de stress, les douleurs musculaires. La conclusion de tout ça, c'est que la performance d'élite, ce n'est pas juste suivre ce qui a été fait. C'est surtout de comprendre l'impact total que l'entraînement a eu sur l'athlète. C'est vraiment la seule façon d'optimiser les progrès et, bien sûr, de prévenir les blessures. La vraie question, ce n'est donc pas seulement qu'est-ce qui a été fait, mais comment est-ce que ça a été vécu.